Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous parler de la série entre les Knicks et les Pistons. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là, mais il faut bien dire que cette confrontation entre le 3e et le 6e de la conférence Est est peut-être à ce jour la confrontation la plus cool qu'on a dans ces playoffs, avec 3 matchs qui ont été vraiment super intéressants. Beaucoup d'ajustements tactiques, beaucoup de défauts exploités, une vraie capacité des deux équipes à poser de nouveaux problèmes en permanence à l'adversaire. C'est vrai que cette série entre les Knicks et les Pistons, on voulait vous en parler, et comme à chaque fois quand on parle des Knicks, on est bien sûr avec Ben. Salut Ben, comment ça va ? Salut, ça va super, hein. Comme tu l'as dit, on a une série qui est vraiment plaisante, il n'y a pas eu de blowout pour l'instant, des publics remontés des deux côtés, des équipes qui n'ont pas l'air de trop s'aimer tout en restant juste et pas trop dans l'agressivité. Donc non, franchement, c'est vraiment une très bonne série, et ouais, comme tu as dit, peut-être la meilleure à l'heure actuelle, en tout cas en termes de plaisir à voir les matchs, c'est sûrement la meilleure. Et là, comment elle s'appelle maintenant la salle de Détroit là ? Je sais plus. Enfin, je sais qu'il y a eu un moment Little Caesar Arena, Ouais, mais je sais pas si c'est toujours ça. Mais quelle ambiance là sur le match 3, c'était régal, hein, franchement. Exceptionnel. On retrouve, tu vois, ce côté que je trouve dans ces playoffs pour l'instant. C'est ça, c'est la Little Caesar Arena. On retrouve ce côté dans ces playoffs, tu sais, où à la conférence Est, bon, le niveau est pas dingue. Mais c'est quand même un peu plus électrique, c'est quand même un peu plus intense, je sais pas, mais il y a un peu plus d'ambiance et ça donne toujours ce charme, je trouve, à la conférence Est. Tu vois que, enfin, on va pas faire de la sociologie américaine tout de suite, mais tu vois la différence entre les habitants à l'Est et à l'Ouest, quoi. C'est pas le même public. Les mecs à Détroit, c'est pas les gars de Los Angeles, quoi. C'est quand ils vont dans une salle, ils sortent du boulot, ils ont fait des 3-8 quelques heures avant, ils sont pas là pour regarder les plages et les palmiers, quoi. Ah, ils sont là pour foutre le bordel. Et c'est ce qu'on aime. Ah ouais, c'est ce qu'on aime, c'est notre côté effectivement un peu européen, côté football, où on aime bien quand ça fout un peu le bordel dans la salle. Et c'est un vrai plaisir. Ouais. Mais Ben, je crois qu'il y a... Moi, j'allais dire juste, je suis fan des Knicks un peu pour ça aussi. C'est que c'est une des seules franchises encore qui a une identité vraiment qui lui tient au corps. Et donc, te retrouver dans des confrontations de playoffs en 2025 comme ça fait toujours plaisir, quoi. Il y en a trop peu pour ne pas savourer celle-là. Et il se trouve qu'en plus, sur le terrain, c'est hyper cool et il se passe plein de trucs. Exactement. Donc, on va faire, comme vous en avez l'habitude, on va faire un petit ping-pong avec Ben. On va dire un peu quels sont les points qui nous paraissent essentiels dans cette série et qu'on a vu et dont on veut discuter aussi pour en prévoir un petit peu la suite. Vous connaissez la formule, je ne vous la décris pas dans le détail. N'hésitez pas d'ailleurs, une fois que vous avez fini d'écouter le podcast, à donner votre avis en commentaire et on se fera un plaisir d'échanger comme on le fait à chaque fois dans l'espace commentaire. Mais Ben, je te laisse la main. Quel est ton premier point que tu voulais aborder sur cette série ? Ouais. Alors, on va parler après plein de points tactiques, d'ajustements, de coaching, etc. Moi, je voulais commencer par le comment dire, ce qui ressemble plus à un avis de pilier de bar, si je puis dire. Mais c'est en fait l'intensité. C'est que je savais que les Pistons étaient une équipe intense, jeune. On en a parlé pendant la preview. Il y a des mecs qui galopent, qui sont physiques, il y a de la physicalité, de la rudesse, etc. Et j'avais un peu peur de ce point-là, même si je pensais que les Knicks étaient au-dessus et qu'on allait gagner la série. Mais je suis vraiment satisfait de ce qui est proposé des deux côtés. Il y a comment dire, il y a les Pistons jouent comme les Pistons jouent. Comme les Pistons ont joué toute la saison, comme je l'ai dit, avec du physique, des écrans marqués, des joueurs qui se jettent, etc. Et je pensais pas que les Knicks allaient aussi bien répondre, notamment dans le Game 3. On s'est fait vraiment bouffer sur les Game
1 et 2 sur cet aspect physique, intensité. Et je suis content qu'il y ait du répondant côté new-yorkais avec des joueurs comme Kat ou Brunson qui ne sont pas réputés pour être les plus durs physiquement. Donc voilà, c'était juste le premier point d'intro. Alors c'est vrai que c'est le début des playoffs, donc pour l'instant les corps ne sont pas trop émoussés, donc ça doit jouer. Mais voilà, en tout cas c'est très très plaisant comme série, et si, je pense pas que ça arrivera, c'est trop tôt dans les playoffs, mais s'il y a une des deux équipes qui explose physiquement, ça peut être gros danger pour celle-ci, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est un des gros marqueurs de cette série, c'est la dimension physique. Un des gros marqueurs, notamment parce que je trouve qu'elle fait des différences dans les matchs. On a une équipe qui est pleine d'envie et d'athlétisme, c'est l'équipe des Pistons, et une autre équipe qui est un peu plus dans le contrôle et dans la dureté, quand elle est bien câblée, tu l'as dit, c'était pas forcément le cas au match 1 et match 2, c'est les Knicks, et du coup ça crée une opposition de style, mais sur deux équipes qui essayent de jouer très physique. Effectivement, moi j'ai trouvé quand même que sur les deux premiers matchs, les Knicks étaient sévèrement dominés dans la dureté, et comme ils peuvent pas vraiment matcher le niveau d'athlétisme de Détroit, si en plus ils sont battus dans la dureté, ça commence à faire beaucoup. J'ai trouvé d'ailleurs que dans ce contexte-là, alors il parle le match 2, mais que sur le match 1, Mitchell Robinson avait un apport très très important sur la dureté, la capacité à répondre à l'impact physique de Détroit. Et tu as raison, sur le match 3, notamment Jalen Brunson et Kat qui sont beaucoup ciblés sur cette dimension physique, etc. etc. Je trouve qu'ils ont bien réussi à répondre là-dedans, notamment Kat, parce que comme il est intérieur, c'est hyper important. Ils ont bien réussi à répondre à cette dimension. Mais c'est vrai que c'est un des gros marqueurs de Détroit, hein, quand même. Là, on le découvre un peu, c'est vraiment un gros marqueur. Hein. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le côté physique, ils peuvent l'appuyer de différentes façons, et en fonction des matchs, ça n'a pas été la même chose. C'est-à-dire que, je ne sais plus si c'est sur le premier ou le deuxième match, je crois que c'est le premier, il y a eu énormément de rebonds offensifs qui ont été pris. Sur le Game 2, ils ont eu un nombre de lancers obtenus. Alors, bon, les histoires d'arbitrage, moi j'avoue, ça me saoule un peu, je rentre pas dedans, mais je pars du principe qu'en playoff, si tu te débrouilles pour avoir 35 lancers, c'est que tu les as. Enfin, ça arrive pas comme ça tombe pas sur toi un peu au hasard, quoi. Du coup, c'est que bon, même s'il y a eu des fautes peut-être non sifflées ou au contraire dans le bon sens, ça s'équilibre toujours à peu près. Et je crois qu'ils étaient dans le 100e centile en faute provoquée sur le match 2. Et donc tu vois qu'en fait, ils ont différentes manières d'imposer leur physicalité, qui est, en fait, fallait réussir à faire ça, sinon dans la série, ils allaient être noyés. Et ben ils ont réussi à le faire, bravo à eux, c'est pas évident. Il y a plein d'équipes qui se tapent un mur en arrivant en play-off. Détroit, ça n'a pas été le cas, malgré, on en reparlera, mais les déboires un peu de Cade, notamment sur le Game 1, ils ont réussi à rester dedans, et franchement, c'est très très impressionnant. Ça fait plaisir de voir des équipes jeunes comme ça qui ne se liquéfient pas en arrivant en play-off, quoi. Sur le Game 1, ils prennent 37% de rebonds offensifs. Donc en gros, plus d'un tir sur 3 était conclu par un rebond offensif côté Détroit. Effectivement, ça leur a permis d'avoir un gros impact. Les Knicks ont bien réussi à régler ce problème-là sur le Game 2. Par contre, sur le Game 2, effectivement, ils sont à 38% de free throw rate. Ça veut dire qu'en gros, plus d'une attaque sur 3 se terminait par des lancers francs, ce qui est vraiment énorme. En plus, dans un contexte où 40% du temps, ils attaquaient le cercle. Vraiment, tu vois, on va au cercle, et on essaye d'aller sur la ligne. D'autant que faire monter les fautes, en plus, impacte le secteur intérieur des Knicks. Donc, bon. On reviendra dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai changement entre le Game 2 et Game 3 côté New York. T'es passé d'une équipe, alors là, au moment où on enregistre, il n'y a que 3 matchs qui ont été joués, donc on verra si ça se perpétue sur les prochains matchs, mais entre le Game 2 et le Game 3, que ce soit d'un côté du terrain ou de l'autre, les Knicks c'était plus la même équipe, quoi. Et donc Détroit a réussi à en choper un des deux sur les 2 premiers grâce à ça, mais ça aurait pu repartir à 2-0 Détroit, ça aurait pas été scandaleux, quoi. Clairement. Ok, pour ce premier point, par quoi je vais commencer de mon côté? Moi, je vais commencer par un point qui me paraît essentiel dans cette série, parce que les Knicks tournent énormément leur attaque autour de Jalen Brunson, qui en gros est à, on va dire, une attaque sur 3, c'est Brunson qui va la mener. C'est la défense sur Jalen Brunson, qui a un impact énorme sur Détroit, parce qu'ils ont différentes options à proposer pour défendre sur Jalen Brunson, et en fonction de l'option qui est proposée, ça change fortement l'attaque de Détroit. Je m'explique. En gros, ils ont 2 joueurs qui sont prédisposés à défendre sur Brunson.
Quand le match démarre, c'est plutôt Ozar Thompson qui va avoir tendance à le défendre, avec globalement pas trop d'aide, moi je trouve. C'est-à-dire qu'il le Ouais. laisse un peu, tu vois, se démerder, circuler dans les écrans. Et sur la première rotation, c'est Dennis Schroeder qui s'en occupe. Avec, pour le coup, une défense un peu plus agressive sur la montée de balle. Il est peut-être un peu moins à l'aise sur demi-terrain. Même si moi je trouve qu'il fait plutôt un bon travail. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux dire que Dennis Schroeder était facile à cibler pour Brunson. Je suis pas totalement d'accord. Je pense surtout que Brunson est très très fort et que du coup c'est compliqué pour Schroeder. Et surtout que, en fait, je pense que Schroeder il souffre de la comparaison avec Thompson, qui pour le coup gêne vraiment beaucoup Brunson. Parce que Thompson, enfin Ozar Thompson, ouais, euh, lui il la met la physicalité, il met des presses tout terrain. Tu vois Brunson qui a obtenu une ou deux fautes, bon un peu, un peu gentilles, où vraiment il galère à remonter la balle, quoi. Un peu à l'instar des Wolves l'année dernière face aux Suns. Vraiment des presses tout terrain où lui il se met tout seul dessus. Donc je pense que c'est surtout que ça, c'est quand tu passes, quand t'es Brunson et que tu passes de Thompson à Schroeder, bon t'es un peu libéré, quoi. Mais c'est Schroeder, je suis d'accord, il fait pas un mauvais boulot, c'est juste qu'il y en a un qui est élite et l'autre qui est juste bon, quoi. Les frères Thompson, c'est Ah quand ouais, même des ah, c'est pétards méchant, comme hein. on n'en a pas vu beaucoup, hein. Ouais. Tout le monde a bien en tête Amen Thompson parce que les Rockets font plus de bruit que les Pistons. Et Amen Thompson, je pense, est un meilleur joueur qu'Ozar Thompson, notamment dans le passing. Mais les deux, athlétiquement, c'est quand même un truc, un délire, Je, quoi. je suis content qu'il soit pas encore très bon en gestion de fautes, Ozar, hein, parce que il passe pas énormément de temps sur le terrain à cause de ses fautes. Mais quand il est là, physiquement, enfin défensivement, l'équipe elle est transformée alors que c'est un ailier, quoi. C'est plus la même équipe. Et c'est assez, ouais, c'est assez impressionnant pour des mecs qui ont, je sais pas, 20 ans ou 21 ans, quoi. Et alors pourquoi moi je trouve que cette question de la défense sur Brunson, elle est essentielle parce que elle impacte énormément l'attaque en fait des Pistons. Parce que quand Ozar Thompson est sur le terrain, les Pistons vont attaquer souvent avec deux joueurs non-shooters, ce qui laisse énormément de liberté aux Knicks pour trapper Cade sur le pic. Et en fait, enclencher leur rotation, ils laissent un peu Ozar Thompson, et ils arrivent à retourner sur Ozar Thompson. Alors, le passing de Jalen Duren permet quand même malgré tout de vivre un peu, mais tu peux pas construire ton attaque sur un passing sur short roll de Jalen Duren avec Ozar Thompson. Alors que quand Schroeder est sur le terrain, là pour le coup, je trouve que ça libère pas mal d'espace à Cade, déjà parce que tu as 4 shooters, et que Schroeder joue meneur de jeu plutôt, et que Cade en fait peut venir, on reviendra sur Cade dans le détail, mais que Cade peut venir plutôt comme un arrière, en ayant un peu plus d'espace pour attaquer OG Anunoby. Et du coup, je trouve qu'il y a un vrai truc, tu vois, là pour l'instant dans cette série, sur comment tu gères les moments où c'est Ozar Thompson qui défend sur Brunson, et où en fait tu peux vraiment pas te louper en défense, parce que offensivement ça fonctionne pas trop. Et à l'inverse, d'autres moments où c'est Dennis Schroeder qui est sur Brunson. Et moi, je trouve que c'est des meilleurs moments, en fait, finalement, pour Détroit. Parce que certes, tu défends un peu moins bien Jalen Brunson, mais t'attaques quand même nettement mieux. Et donc voilà, moi, je trouve qu'il y a un premier point, là, tu vois, sur cette défense sur Brunson, quoi. Ouais, ouais, bah, je suis totalement d'accord. En fait, c'est un peu ce qu'on avait déjà vu contre les Sixers l'année dernière. C'est que de quel côté, en fait, c'est pas, il y a pas de, c'est tout noir ou tout blanc. C'est de quel côté tu pousses le curseur pour que ton attaque soit suffisamment forte sans impacter ta défense. Et je suis d'accord avec toi que c'est enfin, la gestion de ce cas Brunson qui est le plus intéressant. C'est vrai que quand tu vois Ozar, donc comme on l'a dit, défensivement, il y a pas grand-chose à dire. Mais en fait, quand il est sur le terrain, offensivement, Détroit, ça devient très prévisible. C'est que, on l'a vu notamment sur le Game 3, les Knicks forcent Cade à drive, ils renforcent la raquette avec notamment Josh Hart qui est sur Ozar Thompson, et tu bloques la raquette. Alors sachant que Cade en plus, c'est pas un très bon finisseur au cercle. Il est physique, mais c'est pas non plus un monstre physique. Bah, tu te retrouves avec plein de situations où il drive et il fait un short mid, comment dire, un lay-up un peu très contesté ou un peu difficile. Et bah, si t'es les Knicks, t'es ok, tu vis avec ça, il n'y a pas de souci. Bah, s'il met 3 fadeaway ou si le mec il tourne à 70% à 2 points, enfin à 2 points en mid,
bah, c'est pas grave, c'est les jeux, Kyle a gagné, il est plus fort. Mais en fait, le fait d'avoir Ozar sur le terrain, c'est vraiment trop pénalisant offensivement pour eux. Alors que Schroeder, quand il est là, tu peux pas le laisser, parce que je crois que c'est sur le Game 3, il fait 4 sur 6 à 3 points. Bah ouais, bah ça change tout quand Josh Hart ou Anunoby, c'est souvent les deux là, bah, ils doivent rester dans le corner pour éviter de prendre un 3 points, ou quand ils se rapprochent de 4. Parce qu'on reviendra dessus aussi, mais 4 fait un très bon Game 3 défensif. Enfin, très bon, à son échelle, hein, c'est pas Gobert, mais en fait, et c'est surtout que Kat, il est bon quand il a quelqu'un derrière lui qui peut le couvrir et qui peut un peu, aller, je pas envie de dire comme un débile, quoi, mais qu'il a moins besoin de gérer son physique et qui peut un peu plus défendre brutalement. Et qui sait que, bon, au pire, s'il mord dans une feinte et qu'il y a une passe, mais il y a un mec derrière pour le couvrir, quoi. En fait, il a du mal à gérer l'espace dans un drop où il est tout seul à gérer le panier. Et donc, pour revenir au point de base, si t'as Ozar Thompson, eh ben, il y a quelqu'un qui peut l'aider, et donc Kat est meilleur, et c'est un peu, c'est l'effet domino, quoi. Mais d'ailleurs, tu vois, moi, en regardant le match au Game 3, vraiment, je me suis dit, est-ce qu'il faut pas, sur les sessions avec Ozar Thompson, qui joue en fait small ball, tu vois, est-ce qu'il faut pas qu'il joue en fait avec Tobias Harris en 5 et Ozar Thompson en 4 et au moins il a du spacing. Et parce que je trouve pas, on va en reparler après, c'est vrai qu'on déborde un peu, mais je trouve pas que 4, tu vois, sur l'attaque, tu perdras pas sur l'attaque post-bas de 4, je pense. Tu vois, tu prendras des points, mais ça va aller. Et pour le coup, je trouve que l'équipe, elle est effectivement beaucoup plus équilibrée quand il y a Schroeder. On peut dire quand même un mot sur Brunson, on peut en profiter parce qu'on parle de la défense sur Brunson. Ouais, pour reprendre les termes de Papy, là, le petit bonhomme, il est incroyable. Hein. Il est quand même, vraiment. Moi, tu vois, ça m'étonne à chaque fois. Alors, on le connaît maintenant, Jalen Brunson, on ne devrait plus être surpris. Mais malgré tout, ça m'étonne à chaque fois. À chaque fois, je me dis, mais il est vraiment trop fort. Il est tellement crafty. Il est tellement autonome, en fait, dans l'attaque. Il est tellement autonome que tu as vraiment littéralement des possessions où tu peux te dire, allez, on s'en occupe pas, on se préoccupe pas de comment on attaque, on se concentre sur la défense. Et tu lui files la balle et il va y avoir quelque chose, quoi. Ouais, bah moi, ce qui m'impressionne toujours avec Brunson, c'est que c'est souvent le cas en début de série, sur les 2 dernières années et demie, 2 dernières années plus cette début de série, c'est que les débuts de série, de playoff, même les premiers tours, les débuts de premier tour, pardon, il va y arriver, il est un peu dans le dur, il a du mal à se mettre dedans au niveau du shoot et tout. Je me rappelle le premier match contre les Sixers l'année dernière, il fait pas un excellent match. Pareil l'année d'avant contre les Cavs, il est bon, mais c'était pas aussi excellent que par la suite. Et là, cette année, même si il a pas des pourcentages de fou, il perd quelques ballons, etc. Mais il a un tel impact, même juste quantitativement en fait, c'est que même si tu as l'impression qu'il est pas très très bon, bah, il met ses 30 points, il fait ses 8 passes, il n'y a pas de game où il passe complètement en dehors, quoi. Et c'est suffisamment rare pour le souligner. Il y a plein de stars qui ont déjà fait des matchs de playoff à 12 points, 14 points, ou je sais pas quoi, un vilain 3 sur 13 au shoot, ou un truc comme ça. Brunson, ça arrive jamais. C'est que même si sur la première mi-temps, là c'était notamment le cas du Game 3, première mi-temps, tu le vois pas trop, on reviendra dessus, mais il y a une nouvelle attaque un peu qui est mise en place, etc. Deuxième mi-temps, quand il y a besoin de mettre des points et que le jeu s'emballe un peu, il va faire ses lay-ups, il a ses lancers, parce que c'est quelqu'un qui est très très fort pour provoquer les fautes. Et il finit avec 30 points à 8 passes, quoi. J'ai bien aimé j'ai bien aimé la phrase de Thibodeau après le game 1, quand on lui a dit qu'est-ce qu'allait faire Brunson dans le vestiaire, il a dit je sais pas ce qu'il allait faire, il est sûrement allé chercher sa cape. Non mais et puis c'est pareil, ça rejoint le premier point, même pas le premier point, l'intro qu'on a fait sur l'ambiance, le fait que ça soit de l'Est, etc. Brunson, c'est un mec qui aime ça, il aime quand ça le toise et tout, et tu le voyais pendant le Game 3, franchement, le mec était transcendé juste à l'idée de faire fermer les bouches du public, quoi. Et ça rentre dans le personnage, dans le fait qu'il peut endosser des énormes usages, toujours avec de la réussite, comme tu l'as dit, toujours avec de l'autonomie. Et non, franchement, c'est toujours impressionnant. Et le voir dans une attaque plus fonctionnelle, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors, je te propose qu'on conclue ce point là, un peu sur la défense sur Brunson, et je te redonne la main. Est-ce que toi, tu as un autre point que tu voulais aborder ? Ouais, alors pour moi, et on l'a notamment vu dans le Game 3, le point central
qui va, je pense, faire toute la décision quasiment sur les playoffs de New York, c'est la multiplication des porteurs de balles de New York et le rôle de Brunson et de Cat en attaque. Donc, en fait, le game 1 et 2, le game 1, on a beaucoup vu Brunson, balle en main, etc., un peu cliché de ce qu'on voyait l'année dernière. Donc Brunson réussit parce que c'est Jalen Brunson, quoi. Mais c'est pas quelque chose de ultra viable d'avoir un mec héliocentrique comme ça. Notamment si c'est pas Luka ou LeBron. Enfin, Brunson est très bon, mais il est pas de ce niveau-là non plus, quoi. Donc tu avais ce game 1 qui, tu le prends un peu miraculeusement sur un run de 25 points, tu sais pas trop il sort d'où. Donc tu t'en sors. Clairement, le run, il sort de... Oui. C'est des 3 qui apprend là, parce que tu vois, Oui, ils oui, démarrent, c'est ça, ils font oui, 5 oui. secondes, Oui, après non, ils mais font oui. 24 secondes, ils sont un peu, ils Ah paniquent ouais, un non, peu. non, Ils paniquent un peu, c'est ouais. ça. Donc tu t'en sors un peu miraculeusement en sous-utilisant un peu le reste de ton roster. Parce que Michael Bridges, il touche pas beaucoup de ballons, Anunoby, pareil, etc. Game 2, tu remets la même chose en place. Ce coup-ci, bah, ça marche pas. Tu mets pas un run de 25 points. Encore pire. Moi, je trouve que le game 2, c'est encore Ouais, c'est pire. vrai, Parce ouais. que je trouve quand même que le game 1, déjà, tu as de la relance, tu arrives à trouver un peu de vitesse, ce qui Oui, permet c'est vrai. d'avoir un peu d'alternance. Tu donnes quand même un peu le ballon à OG Anunoby, tu lui laisses jouer quelques isolations. Et je trouve que le Ouais, game 2, c'est encore pire. Mais je te laisse la ouais, main, c'est mais ça. je trouve ça Non, encore non, pire. non, je suis d'accord. Et donc tu perds le game 2. Et là, entre le game 2 et le game 3, complètement métamorphosé l'attaque des Knicks. Enfin, le Thibodeau a complètement changé son approche. Et tu te retrouves dans des situations où t'as l'impression, je crois que c'était en première mi-temps, il y a genre 10 possessions de suite, les 5 joueurs créent une possession à un moment, quoi. C'est que t'as Brunson qui fait son truc de Brunson, après t'as un pick and pop avec Kat, play d'après, c'est Kat en hub offensif, play d'après, Brunson et Kat font du jeu off-ball, Josh Hart trouve, comment il s'appelle, Anunoby en cut, euh, play d'après, Michael Bridges trouve Hart en cut parce que les deux superstars jouent en off-ball. Et il y a eu une diversité offensive, notamment sur les deux premiers quarts-temps et demi, 3 premiers quarts-temps. C'est vrai qu'après, dans le clutch time, tu reviens plus vite à tes fondamentaux. Mais j'ai adoré l'attaque des Knicks sur ce Game 3. Alors moi, je veux bien que, parce que moi aussi, ça faisait partie de mes points, l'attaque des Knicks, qu'on aille un peu plus dans le détail quand même sur le Game 2. Parce que, effectivement, ils ont réussi à le faire sur le Game 3, mais pour l'instant, il y a quand même eu 2 matchs sur 3 où ils ont eu plutôt la mauvaise Bien forme sûr, ouais, d'attaque. ouais, carrément. Et moi j'ai trouvé que sur le Game 2, il y a 2 choses qui m'ont marqué. C'est la surutilisation de 4 postes bas qui n'en faisait absolument rien. C'est-à-dire qu'en fait, 4 était utilisé poste bas, était souvent doublé. Et en fait, ressortait la balle, et en fait, tu perdais vite 10-12 secondes, il en faisait pas grand-chose, il touche un nombre de ballons énorme pour au final terminer, je crois, il n'y a même pas de perte de balle, enfin, attends, je vais voir les stats, je regarde rapidement, mais il finit, tu vois, Il n'y a aucun shoot à 3 points, je crois, ou 2 shoots à 2 3 shoots points, à un truc 3 comme points, ça. 11 tirs, Ouais, pas de ça. passe d'ess, il doit avoir un ballon perdu, alors qu'il touche énormément de ballons, mais c'est hyper stérile. Et ça a vraiment, à un moment donné, un peu arrêté l'attaque des Knicks. Et ce qui fait que Brunson, dans la deuxième mi-temps, notamment, a beaucoup plus pris la balle en main. Il est quand même à 43% d'usage sur le match de Brunson, donc il prenait vraiment tous les Ah ballons. ouais, mais oui. Et moi, il y a un truc que j'ai pas compris dans ce match-là, parce que même si tu veux jouer un jeu un peu d'isolation, un peu d'autonomie, c'est l'oubli d'Oji Anunoby. Anunoby, ça fait 2 mois qu'il est extraordinaire offensivement. On l'a vu d'ailleurs au match 1 et au match 3, quand tu lui donnes des isolations, ça fonctionne. Ouais. Et au match 2, tu sais pas pourquoi, il a pas un ballon. Michael Bridges a des ballons, mais c'est plutôt des bouts de chaîne qu'il arrive à obtenir, Ouais. où il est plutôt efficace. Mais donc en initiation, c'est 4 postes bas, Brunson en ISO. Et ça ne fonctionne absolument pas. Et même moi, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça sert... On en a parlé tous les deux ensemble, et je me suis dit, est-ce que ça sert à quelque chose de jouer du 5-out si c'est pour jouer comme ça, quoi? Ça n'a aucun intérêt, en fait. Autant jouer avec... On s'est dit d'ailleurs, autant jouer avec Mitchell Robinson et Katz, et au moins tu joues vraiment à fond, tu vois, tu joues dur, tu joues à l'intérieur, et tu rejoues un peu plus comme l'année dernière, parce que avoir un pivot à 25, qui coûte aussi cher, à 25 points par match, qui prend autant de ballons mais qui met pas ses points et qui de toute façon défend pas, ça coûte très très cher. Ça, c'est le match 2. Et effectivement, match 3, bah alors là, c'était incroyable, quoi. Franchement, je pense que la première mi-temps du match 3, c'est la plus belle mi-temps des playoffs pour l'instant d'un point de vue offensif par une équipe. Je parle même pas en temps d'efficacité, mais même juste à regarder, quoi. C'était hyper agréable. Ah ouais, non, ouais. Tu te retrouves avec beaucoup plus de double screen sans ballon.
Parce qu'en gros, Détroit Exactement. arrivait assez bien à changer et à éviter les mismatchs. Et effectivement, tu as eu beaucoup plus de possession avec 4 en hub offensif pour trouver des doubles screens et puis parfois donc des doubles écrans loin du ballon et soit parfois cutter au cercle, soit parfois chercher le shooter. Et surtout des doubles écrans des deux stars en fait. Et c'est ça qui bouleversait tout. C'est que, comme tu l'as dit sur le Game 2, les deux étaient impliqués on-ball non-stop. Là, tu te retrouvais avec les deux qui sont à l'opposé en train de faire deux screens pour Anunoby qui coupe dans le dos sur une passe de Josh Hart. Les mecs étaient juste perdus. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses, enfin, tu aides sur Anunoby qui cut et donc tu laisses 4 ouverts à 3 points? Pas le bon plan. Est-ce que tu laisses, enfin, tu gardes ton gars et donc Anunoby qui est quand même un monstre physique quand il fonce au cercle, tu as du mal à l'arrêter, mais tu le laisses prendre de la vitesse et cut, mauvais plan. En fait, tu n'avais pas de bonne solution. Et je trouve que l'implication off-ball, que ce soit par des courses ou des écrans des deux stars, ça a tout changé. Tout changé. Et complètement. Il y a en plus un autre truc qui est important, c'est, tu l'as dit, mais Kat, et alors là c'est bon, Kat il arrête d'être poste bas, il joue beaucoup plus au large à 3 points, donc là tu utilises vraiment le 5-out, ce qui débloque les cuts comme tu le disais, et les quelques fois où Kat va poste bas, tu vois, c'est vraiment sur du ciblage de mismatch, c'est-à-dire en fait c'est un système où il va prendre un ou deux écrans qui lui permet vraiment de forcer un changement et de se retrouver sur un petit. Et ça a fonctionné très très bien. Et tu retrouves un peu d'utilisation d'Anunoby un peu plus autonome et un peu plus en initiation d'attaque. Enfin, en initiation d'attaque, plutôt en conclusion d'attaque, mais pas en bout de chaîne, quoi. C'est-à-dire où il a vraiment un truc à faire. Et là, c'était plutôt fonctionnel. Il en résulte quand même une attaque qui fonctionne hyper bien sur le match demi-terrain. Sur 100 possessions, ils sont à 112 points pour 100 possessions sur demi-terrain sur ce match-là, ce qui est énorme. Hein. Une attaque demi-terrain classique, elle va être plutôt autour des 95 points pour 100 possessions. Donc l'attaque demi-terrain a hyper bien fonctionné et effectivement, ça a été un changement majeur, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. Et pour poursuivre ce que tu dis, parce que là, on a beaucoup parlé de Kat, de Anunoby et de Brunson. Je trouve aussi que l'utilisation des deux autres joueurs du 5 majeur, donc Josh Hart et Michael Bridges, sont très très intéressantes et ont vraiment changé du game 1-2 au 3. Bon, je le répète, hein, on en a vu qu'un match. Ça se trouve, dès le game 4, Brunson il sera à 48% d'usage, ça ne changera pas. Mais en tout cas, sur ce game 3, il y a eu un vrai changement. Pour Josh Hart, en fait, le souci, c'est que Josh Hart est pas respecté en tant que shooter. Ce qui est une décision logique. Quand tu te retrouves face à Bridges, Anunoby, Kat et Brunson, tu décides de faire l'impasse sur Josh Hart, c'est normal. Mais sur le game 2, Josh Hart, vu qu'il n'était pas respecté, qu'on lui faisait pas la passe, qu'il avait très peu de ballons offensifs, il se retrouvait beaucoup dans la raquette. Et en fait, il gênait toutes les tentatives de drive en rapprochant son défenseur du cercle. Sur le game 3, il y a plusieurs séquences où on s'est dit, Josh Hart, il est plutôt bon en porteur de balle. C'est pas non plus élite, mais il sait bien le faire. Tu lui mets plein de mouvements autour, et là, ça change tout, parce que oui, tu le respectes pas à 3 points, mais c'est Josh Hart qui initie l'attaque, donc tu te retrouves avec une situation où tu as beaucoup plus de spacing, et ça, c'était ultra intéressant. Et même situation pour Michael Bridges. Michael Bridges qui était utilisé vraiment en 3&D quasiment, Trevor Ariza Houston, quoi. C'est que le mec, il se retrouvait, comme tu l'as dit, avec juste des petits bouts de possession à la toute fin, s'il prenait pas un shoot dans le corner. Et là, il se retrouve avec des plays pour lui. Et comme j'ai déjà dit, je vais pas répéter, mais quand tu as l'implication off-ball de 2 ou 3 gars qui sont censés être tes superstars offensives, ça lui ouvre des situations beaucoup plus plaisantes, quoi, pour lui à jouer. Donc oui, c'est pas un créateur énorme, mais sur certaines séquences, ça l'implique. Et je suppose que, enfin, je suis pas psy et je travaille pas dans le mental, mais je suppose que si en début de match tu mets un mec, tu lui proposes des plays intéressants, le gars rentre plus facilement dans son match. Qui dit rentre plus facilement dans son match dit que il défendra peut-être avec un peu plus d'intensité, qui dit qu'il rentrera peut-être plus facilement ses shoots, etc., etc. Et c'est vrai que sur le premier quart-temps et demi, il y a eu une diversité de fous qui font que par la suite, les joueurs étaient beaucoup plus conditionnés à bien jouer, quoi. Et puis aussi, tu peux ajouter que Josh Hart, dans cette utilisation où du coup, il est pas respecté, ce qui générait beaucoup d'aide. Moi, j'ai bien aimé que dans le Game 3, il soit beaucoup plus agressif au rebond offensif. Ouais. Que du coup, il a énormément de liberté pour ses courses.
Et là, on a retrouvé ce qu'on adore avec Josh Hart, c'est-à-dire son activité sur le rebond offensif qui peut faire partie des forces des Knicks qui existent moins depuis qu'il n'y a plus Hartenstein. Mais on sait que Thibodeau aime bien la question de la bataille des possessions et c'est Josh Hart qui peut apporter ça. Et je trouve qu'il a bien apporté sur ce Game 3. Ouais, bah il y a des situations où tu as le duo Hart-Mitchell Robinson, tu te retrouves avec des rebonds offensifs, un peu comme tu as dit l'année passée, quoi. Parce qu'il y avait Hartenstein, mais les deux autres gros moteurs de la bataille des possessions et des rebonds, c'était Mitchell Robinson et Hart. Mitchell Robinson, je sais pas si, pour ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous vous en rappelez, mais qui avait martyrisé Jarrett Allen et Evan Mobley il y a 2 ans sur les rebonds offensifs. Il les avait tués. Donc là, il est peut-être encore un tout petit peu en remise physique, mais c'est un excellent joueur de rebond offensif. Et si tu couples ça à Hart, qui est potentiellement peut-être le meilleur arrière en termes de rebond offensif, enfin meilleur joueur autre que les intérieurs, tu te retrouves avec une diversité de possibilités vraiment, vraiment importante, quoi. Et on fait une bise à Paul qui vit des beaux moments maintenant, mais il faut pas qu'il oublie non plus les mauvais moments qu'il a passés. Ouais, forcément, une petite balle pour Paul, toujours. Ça fait jamais de mal. Ça fait jamais de mal. Je te propose qu'on passe à un autre point, où tu vois d'autres choses à dire là sur la répartition de cette attaque. Non, je pense que c'est bon. Peut-être, voilà, juste pour bien conclure, c'est vraiment cette idée de dire, nous on pense que les Knicks ont tout intérêt à croire en ce module d'attaque-là, et à pas repartir sur ce qu'ils ont fait Game 1 et Game 2, parce que c'est vrai que ça a vraiment bien marché au Game 3. On peut peut-être passer un peu à l'autre équipe. On a beaucoup parlé là des Knicks, même si on reviendra peut-être sur les Knicks, il n'y a pas de souci. Il y a quand même un joueur qu'on attendait dans cette série, parce que c'est censé être une des stars de demain. Il a fait une des plus belles saisons de l'année. C'est Cade Cunningham qui vit ses premiers playoffs et qui a quand même un défi de taille pour ses premiers playoffs, parce que non seulement il a affaire à une équipe très expérimentée, non seulement il a attaqué dans un spacing qui n'est pas optimisé, en plus de ça, il doit le faire contre OG Anunoby, et il est clairement ciblé par le système des Knicks. Donc tu vois, moi je trouve quand même qu'il a un contexte pour sa première série qui est vraiment pas un contexte facile. Carrément. C'est un peu l'enfer, je trouve, de jouer contre les Knicks pour lui, pour ses premiers playoffs. Alors, je suis très curieux de savoir ce que t'en penses, toi, de la série de Cade Cunningham pour l'instant. Moi, je te dis un peu comment je vois le truc. Déjà, je suis très content de ce qu'il fait. Et je suis même assez agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde aussi bien à l'agressivité des Knicks. Il y a des problèmes structurels, je pense qu'on aura le temps d'en parler. Il y a des problèmes structurels, ça c'est sûr, mais bon, on les connaît un peu, les problèmes structurels de Cade, qui est notamment sur les volumes de tir pris, enfin les types de tir pris, pardon. Moi, j'ai trouvé que dans le Game 1, il était énormément doublé. Clairement, les Knicks sont hyper agressifs sur lui. C'est-à-dire, dès qu'il prend un pick and roll, ils le doublent. Et ils essayent de faire en sorte qu'il lâche la balle pour que ça soit pas à lui de créer. Et dans le Game 1, notamment dans la première mi-temps du Game 1, j'ai trouvé qu'il lâchait très vite le ballon. Parce que forcément, ça a créé des espaces. Que comme il est grand, on peut pas vraiment gêner la passe de Cade. Et il en profitait pour faire le premier décalage. Problème, il avait jamais le ballon. Il n'avait jamais le ballon en main. Et moi, j'ai bien aimé son shift à partir de la deuxième mi-temps du Game 1 et que c'est vraiment affirmé sur Game 2, Game 3. Qui est d'être beaucoup plus patient, balle en main sur les pics, de chercher des courses un peu plus longues pour aller éviter en fait la prise à 2 et laisser le temps en fait à l'adversaire de redescendre et quand même avoir le ballon. Ce qui lui permet quand même d'avoir du volume et de quand même porter l'attaque sur les séquences où il joue au meneur de jeu, alors que j'ai eu très très peur sur le Game 1 au début où je me disais putain en fait il aura jamais la balle Cade. En fait comme il est un peu porté vers la passe, il fait très très vite la passe et j'ai adoré son adaptation à ce niveau-là. Bon, je veux pas faire un tunnel, j'ai d'autres choses à dire sur son attaque, mais déjà sur ce point-là, qu'est-ce que t'en penses toi ? Ouais, je te rejoins. Je trouve que rien que sur ces 3 matchs, on voit un joueur qui progresse. Et ça, c'est assez intéressant. C'est que, comme tu l'as dit, quand tu arrives en playoff, premier match, première mi-temps, souvent en plus, c'est là où les coachs ils ont préparé des trucs pendant quasiment une semaine avant. Donc les New-Yorkais qui en plus ont joué énormément de minutes ensemble toute la saison, savaient exactement ce qu'ils devaient faire à quel moment pour gêner Cade. Et on le répète suffisamment, enfin tu le répètes suffisamment, c'est que les playoffs, c'est un moment où ce que tu as vu pendant toute la saison est important, mais c'est l'adaptabilité qui fait tout, quoi. C'est que tu peux avoir préparé le meilleur plan du monde pour le début du Game 1, fin du Game 2, ton plan, normalement, si le coach en face est à peu près compétent, il n'existe plus, quoi. Et donc,
le fait que Cade ait réussi aussi rapidement à déjouer, entre guillemets, le plan new-yorkais, c'est assez remarquable. Moi, là où j'ai un souci, et je ne sais pas dans quel sens ça peut s'améliorer au fil des saisons, c'est vraiment le côté scoreur. C'est-à-dire que je suis assez d'accord sur le fait que c'est un passeur, un créateur, un gestionnaire, même si j'ai pas trop le terme gestionnaire, mais un contrôleur de tempo excellent. C'est un très très bon joueur pour, comme tu l'as dit, qui est pass first, qui sait saisir des occasions sur le pick and roll. Quand il va pas finir lui-même, les passes elles sont tout le temps parfaites, il trouve les corners vu qu'il est grand. Enfin bref, peu importe dans les situations, il arrive à mettre en valeur ses coéquipiers au niveau de la passe. Je trouve que il prend pas assez de 3 points en fait. C'est que, comme je l'ai dit, il vient s'empaler dans la raquette new-yorkaise, alors qu'il y a des situations où, bon, même si c'est pas son jeu à fond, mais il faut tenter les pull-ups plutôt que prendre ces mids vraiment pour le coup. C'est ni des longs mids, ni des short mids, c'est vraiment des mid quoi. Et en fait, il se retrouve dans des situations où, comme j'ai dit, comme il n'a pas une technique, une finesse extrême, que physiquement, il est assez stock, mais c'est pas non plus un monstre. Il est rapide, mais c'est pas non plus un monstre. Il se retrouve dans des situations où il se fait un peu enfermer bêtement, quoi. Et moi, je pense qu'il devrait prendre ce rôle de scoreur et quand ça passe sous l'écran sur le pic, tu pull up, fais plus et voilà. Et au pire, ça rentre pas. Mais c'est comme ça que tu deviendras un joueur d'un calibre dessus, quoi. Moi, je trouve que sur cet aspect-là, tu vois, je trouve qu'il a un vrai profil de top shot, de closer en fait. Pour moi, il a plus un profil de scoreur qui va venir finir les matchs parce qu'il est très fort pour aller sur ses spots, un peu comme sait faire Jalen Brunson d'ailleurs. Il est très fort pour aller sur ses spots, notamment à mi-distance, et trouver ce qui est un bon tir pour lui. Le seul truc, c'est qu'on sait que tu fais pas, t'es pas une lame de fond en étant comme ça. Et donc, je pense que ça serait bien de l'adosser d'un gros scoreur qui serait un peu plus lame de fond et que lui, il fonctionne un peu par à-coup sur son scoring. Parce que pour le drive notamment, moi je pense qu'il a un problème un peu structurel, c'est sa vitesse. Il va pas assez vite. Il est grand, ça c'est bien, il est costaud, mais il passe pas assez souvent l'épaule pour vraiment aller driver. Je suis totalement d'accord que ça serait intéressant de voir un scoreur à côté. Mais d'un côté, au fond de moi, je me dis, pourquoi pas le tenter, l'envoyer vraiment encore plus au scoring, tu tentes, et au pire, le mec il finit à 11 sur 27. Enfin, j'ai pas envie de dire c'est pas grave, mais j'aimerais bien avoir la certitude qu'il ne peut pas le faire avant de l'envoyer dans une case dont il pourra peut-être pas ressortir. Je me dis que peut-être qu'en se forçant à prendre d'autres shoots, ça pourrait devenir intéressant, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, là, il est un peu dans un confort d'aller sur certains de ses spots, et comme on l'a dit, les Knicks, si ton spot préféré, t'es à mi-distance, on te laisse le prendre, et peut-être que t'en mettras 4, mais bon, tu seras jamais, ça sera jamais rentable, quoi. Lui, ça le conforte dans des shoots qu'il ne devrait pas prendre, et les Knicks, ils sont contents de ça, quoi. Donc j'ai pas envie, après, là, je pense que c'est quelque chose qui arrivera pas pendant ces playoffs, mais tu vois, un peu à l'instar d'un Anthony Edwards, tu vois. Bien sûr, c'est sûr qu'Edwards, il a fait ce shift de prendre plus voilà, c'est ça. Bon, je sais pas à quel point Cade pourrait le faire et tout, mais moi, c'est juste cet aspect-là. Mais en dehors de ça, ouais, je suis vraiment agréablement surpris. Enfin, agréablement en tant que fan de basket, et ça me fait un peu chier en tant que fan des Knicks, mais à quel point il arrive à la compréhension du jeu qu'il a, et qu'il arrive à attaquer de différentes façons les défenses new-yorkaises, quoi. Et moi, je trouve que, tu vois, dans cette série, donc au début de la série, ils étaient très agressifs sur lui, ce qui faisait qu'il avait du mal à enclencher son scoring. Il y a 2 adaptations donc, que j'ai bien aimées. Il y en a une première qui est d'être plus patient sur le pic, d'aller chercher des courses plus longues pour faire en sorte que la prise à 2 sur le pic s'arrête et qu'il continue à avoir la balle. Il y en a une deuxième que j'ai bien aimée qui vient plutôt de Biggerstaff, c'est de le mettre un peu plus souvent avec Schroeder et de le mettre dans des situations où il est un peu plus lancé. Parce qu'il a un problème, c'est qu'il a vraiment pas le premier pas sur Anunoby quand il est balle en main, et du coup Anunoby arrive à traverser les écrans et à rester sur lui. Et j'ai trouvé que notamment sur le Game 2 où il fait un très bon Game 2 Cade au scoring, la grosse différence c'est qu'il y a plein de fois en fait il arrive pleine balle, et comme il est très technique, il peut arriver pleine balle, il arrive à s'arrêter et à marquer ou alors à attaquer le cercle. Et donc je trouve que les minutes où il est avec Schroeder,
lui vont plutôt très bien. Et j'ai bien aimé cette adaptation de Biggerstaff. Les Knicks se sont un peu adaptés dans le Game 3 en se mettant sur ses lignes de course. Mais je pense qu'il est capable de le répéter un peu et que le salut de Détroit passera par un duo Schroeder-Cade qui fonctionne et qui donne un peu plus d'espace à Cade. Pour le coup. Ouais, bah totalement d'accord. Je peux pas rajouter grand-chose. Alors, je te redonne la main. Est-ce que tu as un autre point, toi, à dire ? Ouais, bah, je voulais continuer, ça tombe parfaitement avec ce que tu viens de dire. C'est un point un peu large et global, comme ça on va pouvoir aller dans le sens où on veut. C'est que j'aime beaucoup ce que fait Biggerstaff. Je m'y attendais pas à dire ça, mais il fait, je trouve, une très bonne série d'adaptations. Et surtout, dans ce qui est de ses rotations pardon, et la gestion des joueurs arcade. C'est-à-dire que tout le supporting cast, je m'attendais pas à qu'il soit aussi large, aussi utilisé, responsabilisé et un peu, malaxé dans tous les sens, quoi. Il y a différentes line-up qui sont envoyées dans différents sens. Il y a des moments, comme tu l'as dit, Schroeder qui joue avec Cade, des moments Schroeder qui joue un peu plus tout seul en porteur de balle primaire. Il y a une très bonne utilisation, je trouve, sur des très bons systèmes de Hardaway et Beasley. C'est des trucs qu'on voit plus, j'ai envie de dire, des joueurs un peu à la J.J. Redick. Pour moi, c'est la référence, ou des Kyle Korver. Des mecs qui sont utilisés pour des systèmes, pour des shooters comme ça. Ça n'existe plus, et là, c'est très bien utilisé. Même l'utilisation de Tobias Harris, où il est un peu, j'ai pas envie de dire, parfois il est un peu délaissé, mais tu le nourris quand il est bien positionné au poste bas. Enfin, ouais, il y a plein de choses, notamment sur l'attaque, que j'aime beaucoup, venant de Biggerstaff et de tous les joueurs hors Cade. Moi, je trouve que là-dessus, alors sur ce que tu dis sur la rotation, je trouve qu'il y a un truc qui symbolise bien ça. C'est Paul Reed joue pas les 2 premiers matchs. Et Isaiah Stewart se blesse. Et tu sais, là où tu vas avoir beaucoup de coachs qui vont juste augmenter les minutes des joueurs en place, c'est là que tu vas que Biggerstaff, je me permets, je crois que Stewart il rate même le game 2 et que Reed il joue le 2 et 3. Mais c'est juste du détail, je crois que c'est ça. Ouais, tu as raison, tu as tout à fait raison. Ouais. Et ce que je trouve cool, c'est que c'est là que tu vois qu'il fait confiance dans son roster. C'est que juste il remplace les minutes de Stewart par les minutes de Reed. Ce qui montre à quel point il a confiance, tu vois, dans son roster. Moi, je trouve qu'il y a un élément, et ça c'était mon dernier point que je voulais nommer, que j'aime beaucoup dans ce que fait Biggerstaff. C'est clairement, il y a un ciblage offensif de Jalen Brunson qui est énorme. C'est-à-dire qu'ils veulent impliquer Brunson au maximum défensivement. Et il le cible énormément. Et c'est vrai qu'il fait un truc qu'on voit plus beaucoup en NBA, tu as tout à fait raison, mais qu'il a beaucoup fait toute la saison. C'est qu'il le fait par ses shooters. Et notamment par Malik Beasley et Tim Hardaway Jr., qu'on voit énormément prendre soit ce qu'on appelle des flare action. Alors les flare action, si vous voulez, c'est vous allez avoir le shooter qui est en tête de raquette, il va prendre un écran pour aller à 45. Soit à l'inverse, des double screens, donc des pin down, enfin presque des pin down, donc c'est-à-dire le shooter va démarrer du corner, il va prendre 2 écrans, il va remonter et il va avoir un shoot. Et il s'en sert énormément pour forcer Brunson à défendre, avec souvent le joueur en fait sur lequel est Brunson est un poseur d'écran. Par le double écran, en fait, ils imposent le changement pour Brunson et Brunson se retrouve sur le shooter. Et en fait, ça génère énormément de tirs ouverts pour Malik Beasley et Tim Hardaway Jr. Et tu vois, moi, ça j'aime bien parce que je trouve que Biggerstaff, je pense qu'il s'est vite rendu compte que le ciblage de Brunson sur le pick and roll était difficile. Tu sais, on a vu beaucoup de séquences où en fait, c'est le défenseur de Brunson qui, l'attaquant, celui qui attaque Brunson, qui vient mettre l'écran pour essayer de faire en sorte que Cade se retrouve sur Brunson, mais Brunson, il récupère jamais Cade. Anunoby est super bon là-dessus pour traverser l'écran et garder. Et du coup, il s'est dit, je vais faire différemment. Je vais plutôt alimenter mes shooters. J'alimente mes shooters. Et tu vois, je vais regarder, mais le volume de tirs qu'ont Beasley et Tim Hardaway Jr., c'est énorme. Alors, ils n'en foutent pas un au deuxième. Là, sur le Game 3, Tim Hardaway, il est à 7 sur 12 à 3 points, je crois. Et Malik Beasley, il est à 2 sur 10. Donc à eux deux, ils sont à 22 tirs à 3 points sur le Game 3. Et Game 1, ils sont à 20 tirs. Game 1, ils sont à 20 tirs. Et Game 2, ils sont à 14 tirs. Et Game 2, le problème, et sachant qu'ils n'ont pas mis au Game 2. Donc il a vachement confiance en ça. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Pour le coup. Et complètement d'accord. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Complètement d'accord. Et un dernier point sur son système offensif, c'est qu'en gros, tu vas avoir Cade Cunningham et
et Jalen Duren qui sont, on va dire, sur de l'attaque classique, sur l'attaque de pick and roll. Et après, les autres joueurs qui sortent de ça, notamment Ozar Thompson et Tobias Harris, ils sont toujours mis dans des bonnes conditions, effectivement. C'est toujours, en fait, on les amène sur un mismatch ciblé. Et une fois qu'ils sont amenés sur ce mismatch ciblé, on leur donne le ballon pour qu'ils essayent de marquer. Ozar Thompson se retrouve du coup souvent sur Jalen Brunson, où il l'attaque poste bas. D'ailleurs, Ben, le spin move de Thompson au game 1, je sais pas si tu t'en rappelles, il fait un spin où il prend la balle tête de raquette. Mais la vitesse des frères Thompson, c'est n'importe quoi. Et aussi beaucoup sur Tobias Harris. Et c'est vrai que c'est très très bien ce que fait Biggerstaff. Alors c'est vrai que ça sort de nulle part, quoi. Ouais. Alors ouais, s'il y en a bien un sur qui j'aurais pas mis une pièce pour ça, c'est bien Biggerstaff. Mais C'est franchement, incroyable. franchement, c'est une. Mais on va peut-être parler de ça par la suite et pas traîner très longtemps, mais c'est une très bonne série de coaching, quoi. C'est une, c'est une excellente série de coaching. Et après le Game 2, j'avais vraiment peur que Thibodeau s'entête. Parce que Thibodeau, c'est quand même un coach très, j'ai pas envie de dire, très têtu, souvent dans ce qu'il fait. Mais l'adaptabilité d'un côté et de l'autre, franchement, c'est très très beau à voir. Bah, il y a une énorme recherche des mismatchs dans deux défenses qui font pas du switch all. Et en fait, on voit Ouais. bien qu'en playoff, la recherche du mismatch, elle est énorme. Mais on a souvent des équipes qui jouent en switch all. Donc en fait, t'as plus ou moins juste à amener le défenseur du porteur de balle. Et puis avec l'écran, tu te retrouves sur le mismatch dont tu as envie. Là, c'est deux équipes qui refusent ça. Donc du coup, c'est plutôt amené par des systèmes. Et c'est amené de façon assez intelligente. Et on voit notamment, on l'a notamment vu côté Knicks dans le Game 3, l'ajout de systèmes qu'on n'a pas vu dans les deux premiers matchs pour le générer. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Ils ouvrent vachement leur playbook pour réussir à trouver ça, quoi. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, c'était mon dernier point, d'ailleurs. Donc j'ai plus tant de points que ça. Je sais pas si toi, il t'en reste. Ouais, j'en ai un, je pense qu'il peut faire encore une petite discussion, et après j'en ai un tout petit. Le premier, c'est, comment dire, la défense new-yorkaise du pick and roll et la possibilité du facteur X Mitchell Robinson d'impacter ça. En fait, je trouve que on en a parlé, je crois que c'était au moment de la preview, euh, des séquences potentielles où Kat et Mitchell Robinson auraient pu se retrouver ensemble sur le terrain. Euh, et on a pu le voir quelques fois depuis le début de la série. Et je trouve qu'on a enfin la confirmation que c'est une option viable et plaisante à voir, quoi. C'est-à-dire, enfin, plaisante à voir dans le sens où, euh, comme on l'a évoqué tout au long de la saison, la défense du pick and roll quand Kat drop et quand c'est Brunson le mec qui tient le pick, c'est explosé enfin tu te fais exploser et exposer, les deux sens, euh, trop facilement. Donc qu'est-ce qui est fait comment dire, quand tu vois que Cade et Duren commencent à enclencher la machine à pick and roll, ce qui n'est pas tout le temps le cas, hein. Ils font pas si fréquemment que ça, enfin ils font beaucoup parce que c'est un peu leur jeu, mais je m'attendais à encore pire. Mais très rapidement, il y a un peu, je peux dire, un matching des minutes parce qu'ils jouent moins que Jalen Duren, mais j'ai l'impression qu'il essaye de mettre Robinson, le remettre sur le terrain quand il y a vraiment une trop grosse séquence de pick and roll qui est en jeu, parce que là tu te retrouves avec Mitchell Robinson qui est un bien meilleur défenseur de pick and roll, et avec Kat qui peut jouer le second couteau, quoi. Et du coup, c'est assez intéressant à voir, pareil, cette utilisation de Mitchell Robinson qui apporte une dimension verticale, physique, enfin beaucoup plus frustre que Kat, mais qui est un peu utilisé en joueur gadget, et j'aime bien ça. Bah, ce qui est sûr, c'est que Kat, il est. En fait, là, on sort d'un match où il a bien défendu, mais globalement, sa série défensivement, elle est très mauvaise. Tu vois, si tu fais le bilan des 3 matchs, c'est quand même très mauvais. Et moi, je trouve que c'est très dépendant de ses fautes. C'est qu'en fait, s'il fait des fautes un peu vite, il s'arrête complètement de défendre parce qu'il a peur de faire des fautes. Et du coup, ça devient un espèce d'énorme fromage, la défense sur le pic pour les Knicks. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a eu une adaptation dans le Game 3 côté Thibodeau.
c'est qu'il a beaucoup plus demandé à Kat de hard edge, donc de trapper, on va dire, enfin de prendre à deux Kate Cunningham sur les écrans. Ce qui fonctionne un peu, mais qui fonctionne pas tout le temps en fait. Tu peux le faire un peu, mais pas trop, parce que le problème c'est que comme Cade est très grand, la passe il arrive quand même à la faire. Donc au début, si tu le fais, tu vois, sur un début de match, ou tu le fais 2-3 fois de façon un peu surprenante, bah ça va être étonnant pour lui, donc du coup il va avoir besoin de s'adapter pour réagir. Mais tu peux pas le faire trop longtemps. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il est un peu obligé, tu vois, de mixer ses défenses, et qu'effectivement l'apport de Mitchell Robinson est intéressant. Et je pense que, tu vois, ce qu'ils ont fait au match 2 en attaque, moi je suis pas convaincu qu'ils sont capables de le faire à tous les matchs. Et je trouve que ça serait bien que, tu vois, ce qu'ils ont fait en attaque au match 3, tu vois, d'avoir une attaque... Ah oui, non, mais parce que soit t'as dit game 2, soit j'ai pensé game 2 et je comprenais pas, c'est pour ça. Non, l'attaque, bah, peut-être Non, je me tu suis parles trompé, du mais game 3, l'attaque ouais. du game 3 avec un free flow Ouais, ok. offensif vraiment intéressant, ils ont réussi à le faire au match 3. Je pense que tu n'arriveras pas à le faire tout le temps, et tu n'arriveras pas à le faire sur toutes les séquences. Et j'aimerais bien que Bien sûr. Thibodeau repère les moments où ces joueurs en fait n'arrivent pas à jouer comme ça, et là qu'il n'hésite pas trop, quoi. C'est-à-dire tu sors Hart, tu mets tout de suite Robinson, et tu joues plus de Jalen Brunson, et au moins tu sécurises à balle ces passages-là, tu vois. Et je trouve que ça serait pas mal. Mais donc ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là, ouais. Bien d'accord. Et t'avais un autre point, tu disais... Ouais, un tout petit point, mais c'est on voit vraiment dans cette série à quel point le banc des Knicks est pauvre, et à contrario celui des Pistons. En fait, les Pistons ont un effectif surprenamment profond, que je n'avais pas, enfin j'ai pas beaucoup regardé les Pistons cette année et tout, donc j'étais assez surpris. Et à contrario, bon, je pense que les Knicks ont passé, mais donc on se projette un peu pour la suite des playoffs. Mais je pense que ça va coûter quand même très très cher cette micro-rotation, parce que t'as pas de possibilité d'adaptation, quoi. C'est que on vient de l'expliquer avec les Pistons. Les Pistons, eux, bah, si Cade il est un peu en difficulté, tu remets Schroeder en plus sur le terrain. Si t'as besoin d'un shooter en plus, t'en as un qui est dispo. Si t'as besoin de jouer avec un big, bah, t'as Duren, et après t'as son remplaçant qui est plutôt bon. Excusez-moi. S'il faut, bon, ça n'a pas été trop vu, mais s'il faut, tu peux jouer avec Tobias Harris peut-être en poste 5. Enfin, tu as plusieurs options. Là, le souci, c'est que côté Knicks, si tu acceptes Mitchell Robinson, qui est un peu sixième homme par défaut, enfin, qui est le premier à rentrer, bah, tu te retrouves avec Cam Payne, qui est bon quand il joue là. Bon, ouais, mais qui a des petites minutes et qui est pas, qui est pas ultra impactant. Et moi, j'ai un gros souci avec McBride, quoi. C'est que ça me fait chier de le dire parce que je l'adore. Mais il est nul. Mais il est pas bon. Non, il est pas bon. Nul, ouais. Cam Payne est meilleur que lui, par exemple. Cam Payne, il galère beaucoup plus en défense, et il rentre plus un shoot. Alors que c'était les 2 points sur lesquels il devait être bon. Et du coup, tu te retrouves avec une rotation déjà qui était pas très profonde. Tu perds ton quasi sixième homme. Enfin, tu perds pas, mais il est plus bon. Bah, en fait, une fois accepté Mitchell Robinson, t'as plus beaucoup d'options, quoi. Donc j'espère que McBride va se réveiller et que Cam Payne continuera à être bon pour au moins avoir une rotation à 7-8, quoi. Mais je suis un peu inquiet de ce côté-là quand potentiellement tu vas jouer les Celtics au prochain tour, où là, eux, ça va être beaucoup plus compliqué sans quelques joueurs de complément qui peuvent apporter de la diversité, quoi. Mais d'ailleurs, il a même sorti un peu de Landry Shamet dans le game 3 pour reposer, je pense. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a un différentiel de profondeur qui est clair. Mais je pense aussi que Thibodeau fait pas énormément confiance en son banc. Parce que tu vois, moi je comprends pas que Cam Payne dans le match 3 il joue que 9. Alors le match fonctionne très bien, mais je comprends pas que Cam Payne il joue que 9 minutes. Alors qu'il est bon sur ses passages, quoi. Tu vois, il a le droit de jouer un peu plus, il a un vrai apport, il galère à le défendre. Je trouve ça dommage. Même Mitchell Robinson il joue que 15 minutes, c'est pas énorme, hein. Il pourrait avoir plus de minutes que ça. Donc je suis assez d'accord. Donc toi tu dis par contre que tu les vois passer au prochain tour. Je te propose même qu'on se fasse un petit prono pour terminer. Donc pour rappel, hein, on est à 2-1 dans la série nous quand on enregistre ce podcast. Comment tu sens la fin de cette série, sachant que je crois que tous les deux on avait dit 4-1 il me semble sur la série en prono. Bah, je sais pas si ça finira à 4-1, mais si je dois remettre un prono, ça me semble probable, enfin ça me semble pas incohérent, quoi. Donc je pensais en fait que New York allait prendre les 2 premiers matchs et en perdre un des 2 à Détroit. Je pense que là ils peuvent prendre les 2 à Détroit et finir chez eux. Donc oui, en 4-1 ça me semble pas mal, mais
à l'instar de, je sais plus c'était quelle série l'année passée ou l'année encore avant, tu peux finir à 4-1 avec des matchs où tu joues à 3 ou 5 points d'écart, quoi. En fait, je pense que New York a vraiment ses closers que n'ont pas encore les Pistons, quoi. Parce que quand tu arrives dans une fin de match serrée, tu vois ce qu'a fait Brunson sur le Game 3, il n'y a personne à Détroit qui peut le faire. Et je pense que euh, New York va réussir à se maintenir dans les matchs, les 2 prochains matchs, et close grâce à Brunson comme ils l'ont fait. Donc je remettrai 4-1, peut-être 4-2, mais je pense 4-1 c'est pas mal. Moi, je pense que le match 4 est hyper important là parce que les Knicks ont vraiment intérêt à le gagner ce match 4. Parce que je pense que s'ils le gagnent, ça va pas durer, ça va finir à 4-1. Alors qu'à l'inverse, si ça repart à 2-2, c'est une équipe jeune, tu vois, Ouais, qui peut aller sur de l'enthousiasme, qui est plus athlétique qu'eux, qui est plus deep qu'eux. Et ça peut devenir un peu compliqué. Moi, je vais rester sur 4-1 aussi, un peu comme toi. Je pense qu'ils vont prendre le match 4 et qu'ils finiront au Garden. Mais c'est vachement plus serré que ce que j'imaginais quand même. C'est quand même ouais, moi vachement plus aussi, serré que ce que j'imaginais. Et je suis très agréablement surpris par ces Pistons, qui est une pareil. espèce de version, tu vois, différente de Houston, moi je trouve. Il y a un truc un peu à la Houston de l'année dernière. Je suis d'accord, ouais. Sauf que eux, ils ont déjà le franchise player offensif, tu vois, parce qu'il n'y a pas Houston. Le Donc, porteur de balle primaire, ouais. ouais, et puis vraiment, ouais, mais même je trouve que Houston, ils ont pas un joueur dimension franchise player en attaque, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Même si c'est pas un porteur de balle primaire, je veux dire, je pense que Sengun c'est pas le cas par exemple, tu vois. Ouais, Alors ouais, je suis que d'accord. tu as des équipes où même 4, tu vois, ça peut en être un. Eux ils l'ont, donc je serais très curieux de voir la suite. Ouais, Pour le bah coup. bien, bien d'accord. Et puis, comme on l'a dit, si vous aimez bien regarder le play, n'hésitez pas à regarder notamment le Game 3, qui était un excellent match de basket. Et puis le reste de la série devrait être cool, sachant que bon, il y a plein de séries où c'est pas très enthousiasmant pour l'instant, donc profitez de celle-là. Exactement. Bah écoutez, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.